Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tunisia Insights. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Alfonso Campisi, qui coécrit avec Flaviano Pisanelli Paroles et images d'une histoire mineure, l'immigration sicilienne en Tunisie entre le 19e et le 20e siècle. Alfonso Campisi, bonjour. Bonjour Karim. Alors, est-ce que le livre est sorti déjà? On peut d'ores et déjà l'acheter en Alors, pas librairie? encore, il va sortir, je pense, au mois de février, donc ça va être dans les 2 premières semaines de février. Et donc c'est Donc, c'est pour le livre de la bientôt. rentrée. C'est le livre de la rentrée, tout à fait. Alors, vous commencez le livre par cette phrase toute simple: Je me sens profondément sicilien et tunisien. C'était vraiment important de commencer le livre par cette phrase toute simple, mais tellement complexe au fond. Tout à fait. C'était important. J'ai voulu bien préciser ça, en fait, parce que je me sens, en effet, à part, bien évidemment, être un méditerranéen, je me sens tout à fait tunisien et sicilien. Et je le suis déjà de par ma famille, qui est arrivée ici en Tunisie en 1830. Et après, bon, c'est vrai que la Tunisie est toujours présente en fait dans toute ma vie, si on peut dire, tous les jours. Donc je voulais vraiment insister sur ce point, et parce que c'est un point identitaire aussi. Voilà. Donc pour moi c'est très important. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer le livre avec cette phrase. Et ceci, c'est un point commun avec Flaviano Non, Pisanelli. Flaviano, en fait, il n'est pas un Sicilien de Tunisie, D'accord. mais il travaille, il vient souvent en Tunisie depuis 30 ans, donc même pour lui, la Tunisie a vraiment une place très importante. Donc, il fait plutôt un travail de recherche. Tout à fait, c'est un travail de recherche historique, aussi linguistique, parce qu'il y a une partie qui regarde, qui concerne la langue parlée par les Siciliens de Tunisie, par Mhm. notre communauté en fait, et les Siculo-Tunisiens. Mais disons donc que et c'est tout à fait historique, oui. Mhm. Donc, Et vous dites également que c'est finalement un devoir de parler de l'histoire, de raconter l'histoire de votre famille, et plus largement de celle des familles siciliennes venues en Tunisie. Quelle en est la raison? alors, vous savez, je travaille sur ce sujet depuis 25 ans. Et vous savez comment, bon, elle est née cette écriture même. Et j'ai rencontré il y a quelques années, il y a bien déjà 25 ans de là, donc j'ai rencontré une Sicilienne, une vieille Sicilienne de Tunisie. Elle m'a dit, monsieur, vous savez, vous êtes un professeur. Je dis oui. Vous êtes un historien. Je dis oui. Vous savez que personne n'a jamais parlé de notre histoire, de l'histoire des Siciliens de Tunisie, de cette migration. J'aimerais bien que vous en parliez en fait. Parce que il m'a dit, et ça m'avait beaucoup touché à l'époque, il m'a dit, vous savez comment on nous appelait toujours? Le peuple muet, ou sinon des morts nés. Donc, et ça m'a tellement, comment dirais-je, ça m'a choqué parce que bon, quand quelqu'un vous dit, on nous appelle des morts-nés, on est des morts-nés, c'est terrible ça. Et le peuple muet, ça veut dire qu'à ce peuple, on n'a jamais donné la parole. Et ça, c'est vrai, en fait, parce qu'après, au long, donc, moi, bien évidemment, ma famille était ici, donc je connaissais cette histoire de l'émigration, mais je connaissais à peine vraiment les grandes lignes de cette histoire. Et après, quand on commence à creuser, on trouve vraiment des histoires, des très belles histoires, mais aussi des histoires terribles de cette communauté. Mais justement, vous parlez des Siciliens, pour celles et ceux qui nous écoutent, à ne pas confondre avec les Italiens, Mhm. l'histoire des Italiens en Tunisie. Voilà. Et ça, c'est aussi ça. Alors, cette différence, j'ai voulu la faire toujours il y a 25 ans, quand j'ai commencé donc mes recherches sur les Siciliens de Tunisie, parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup cette émigration que nous disons, que nous appelons l'émigration italienne en Tunisie, a commencé bien avant l'arrivée des Français, donc du protectorat français. Et ça commence donc aux alentours du 1800. Voilà. Même si la présence italienne est déjà, elle est déjà là bien avant donc le 19e siècle.
Et pourquoi j'ai voulu faire cette différence, ce distinguo entre les Siciliens et les Italiens? Parce qu'en fait, il s'agissait de deux communautés totalement différentes. Différentes par quoi? Par la langue, parce que les Siciliens étaient siculophones et les Italiens, quand je parle d'italien, je me réfère au toscan en fait, hein, donc au livournais, Mhm. et que c'était plutôt donc la composante intellectuelle et juive donc de l'Italie. Et les Siciliens donc étaient totalement différents. Ça veut dire que ce sont deux communautés qui appartiennent au même pays, on peut dire, mais en réalité, ils étaient tellement différents. Une Donc, langue différente, vous la dites, langue est et une différente, religion la différente, puisqu'ils religion étaient différente. plutôt catholiques, c'est cela? Bien sûr, Mhm. le Sicilien était catholique, le Livournais, les Toscans étaient plutôt juifs, donc ceux qui sont arrivés bien évidemment ici. Après aussi par les niveaux d'études, hein. Mhm. Donc les Siciliens, la plupart, pas tous bien évidemment, mais la plupart des Siciliens étaient donc de maçons, des ouvriers, et alors que les Livournais étaient plutôt, faisaient partie, disons, des intellectuels, donc de maîtres d'école, de médecins, de professeurs, d'avocats, etc., etc. Donc, mettre tout dans le même sac, mais en tant qu'historien et Mhm. linguiste, ne me semblait pas du tout comment dirais-je, Rendre rendre justice. justice et service aussi aux lecteurs, aux gens qui s'intéressent aussi à cette histoire. Et vous dites que dans cette Tunisie multiculturelle à l'époque, les Siciliens étaient beaucoup plus proches des Tunisiens que des Français ou des Italiens finalement. Bien évidemment que des Italiens, c'est bizarre quand même, hein, parce que c'est vrai que déjà, il faut dire, quand on parle des Siciliens, ça représentait le 90% de cette communauté, de cette collectivité italienne. Donc, vous imaginez 90%, déjà, il fallait rendre aussi honneur à ce 90% de cette collectivité. Et après, c'est vrai que les Siciliens vivaient à côté des Tunisiens, ça veut dire dans des quartiers qui pouvaient être appelés à l'époque les quartiers arabes, ou la ville arabe, donc de la Médina par exemple, ou les quartiers de Bebsuika ou de Bebsadoun. Donc, en fait, on retrouvait les Siciliens à côté des Tunisiens, parfois Parce qu'ils même dans, vivaient dans les mêmes conditions sociales, il faudrait le préciser, oui. exactement. Donc, parce qu'en fait, ils vivaient dans les mêmes conditions sociales. En fait, vous savez, le Sicilien était un petit peu, si l'on veut, entre les deux. Ça veut dire qu'il faisait un peu de trait d'union entre les colonisateurs et les colonisés. Mhm. Mais tout à fait plus, disons, proche du Tunisien, en tout cas, que du Français. Ça veut dire, ils n'habitaient pas les quartiers des Français. Voilà, il faut le dire. Ils partageaient leur quotidien avec les Tunisiens. Et c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de Tunisiens dans les quartiers, donc, qui étaient à l'époque en fait des quartiers assez populaires, parlaient très bien le sicilien. Et les Siciliens parlaient très bien le tunisien. Donc il y a eu, vous voyez, cette contamination linguistique, et pas seulement culinaire, par exemple, culturelle, donc entre ces deux communautés. Mais on a aussi l'impression que les Siciliens ont vécu la même injustice que les Tunisiens pendant la colonisation. Par exemple, vous écrivez, les Français en particulier ont souvent considéré les Siciliens comme un danger réel pour la stabilité de leur pouvoir, ce qui a par ailleurs favorisé un rapprochement réel entre les Tunisiens et les Siciliens qui habitaient, et vous l'avez dit, souvent dans les mêmes quartiers, avaient ainsi la possibilité de tisser des relations culturelles. Tout à fait. C'est vrai que ça représentait un danger. Ça veut dire ça suffit, ça suffirait de relire tous les vieux, même les vieux articles de journaux, par exemple, de la Dépêche ou d'autres quotidiens de l'époque, pour se rendre compte de ce danger sicilien. Ça veut dire les Français, donc ils avaient vraiment peur de cette communauté qui était vraiment grandissante en nombre. Et vous savez, on est vraiment juste à côté. Pantelleria et le Cap Bon, c'est 57 kilomètres.
Les Cabon et Mazzara del Vallo, en Sicile, c'est 130 kilomètres. Donc on est vraiment à côté. Donc les gens arrivaient aussi en barque. Donc comme on voit aujourd'hui, en fait, le même modus operandi qu'on voit Mhm. aujourd'hui Mhm. du sud vers le nord, on le voyait avant du nord vers le On va sud. en parler Donc, tout à l'heure. c'est vrai que cette communauté sicilienne augmentait de jour en jour, et les Français étaient beaucoup moins nombreux par rapport déjà aux Italiens en général. Donc, c'est pour cela qu'ils commencent un peu à crier à ce danger italien et au danger sicilien, parce que Même justement, dans la presse de l'époque? oui, 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 même à la presse à l'époque, ils disent il faut arrêter cette émigration clandestine, parce que c'est vrai que aussi, vous savez, nous on dit les chiffres, on ne peut pas voir vraiment des chiffres fiables, parce que on dit que la communauté italienne était à peu près de 200 000 personnes, qui était déjà énorme, parce que ça représentait le 10% de la population tunisienne. Hein. On n'avait pas, nous en Tunisie, une population de 12 millions d'habitants. Hein. Donc 10% de la population, c'est énorme. Et là, vraiment, à part cette population déclarée, il y avait tous ceux qui arrivaient, comme je disais tout à l'heure, en barque, donc, et qui n'étaient pas Sans papier, de sans manière papier, de clandestine. manière clandestine, etc., etc. Donc c'est pour cela qu'on dénonçait, en fait, et qu'on disait d'ailleurs, il y a des affiches aussi qui avaient été publiées, imprimées à l'époque, où il disait, voilà, arrêtons ce fléau, parce qu'en plus, bon, les Siciliens est un individu assez dangereux, etc. Vous savez, ce sont les mêmes discours, en fait, qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres pays, souvent dans des pays occidentaux, vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des Turcs, vis-à-vis des Indiens, vis-à-vis des Pakistanais, etc., Donc etc. une xénophobie Donc, bien notoire. évidemment, il y avait une xénophobie, il y avait cette peur vis-à-vis de l'autre. Bon, il y avait aussi la peur que la Tunisie devait être française, et donc, bien évidemment, cette communauté qui était là déjà depuis très longtemps, et bien avant donc la communauté, la présence française, ça dérangeait. Mhm. Ça dérangeait. Est-ce qu'il y a des histoires où je ne sais pas, hein, aussi des Siciliens ont contribué dans la résistance avec donc les résistants tunisiens contre le colonisateur? Est-ce que Mais vous en avez vu des histoires comme ça? j'en ai vu, j'ai vu aussi la communauté sicilienne était souvent contre la colonisation. Ça, il faut le dire. Était contre la colonisation, la plupart. Mhm. Hein, parce que sans Ah, bien doute, il y en sûr. avait d'autres qui devaient être pour. Et donc, vous savez, les relations entre Italiens et Français en Tunisie n'ont jamais été disons, de belles relations en général, hein, parce que euh, les Italiens, il faut le dire aussi, il faut l'admettre aussi, les Italiens, ils avaient cette envie d'occuper aussi la Tunisie. Mhm. Voilà, donc il faut... Vous savez, moi je pense que l'histoire doit être racontée pour telle qu'elle est. Donc il ne faut pas qu'on se cache derrière même des non-dits, ou etc., etc. Donc, disons, appelons un chat, voilà. Mhm. Et là, donc, vous savez, l'histoire entre Français et Italiens en Tunisie, c'est jamais comme je disais tout à l'heure, vraiment une très belle relation, une relation d'amour entre les deux communautés, pas du tout. Mhm. Et donc, vous comprenez très bien que dès qu'il y avait un petit quelque chose qui, bien sûr, touchait à la communauté italienne, bien évidemment, les Français, donc, ils intervenaient pour critiquer, etc., etc. Je vous raconte autre chose. Ma famille, par exemple, maternelle, les Caruso, ils sont partis de Tunisie, forcés à partir de Tunisie en 1943. Vous savez très bien que l'Italie et la France, à l'époque, étaient en guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la communauté italienne en général et sicilienne surtout de Tunisie, à l'époque, avait beaucoup souffert de ça. Et en 1943-44, c'est le seul moment dans l'histoire de cette communauté, en Tunisie, italienne en Tunisie, que les Siciliens se font expulser en fait. Et se font expulser par qui? Par les Français.
Pourquoi? Parce que voilà, c'était une bonne excuse en fait. Tout le monde était fasciste. Vous voyez, donc était pro-Mussolini, etc., etc. Donc, du coup, les expropriations commencent. Et ma grand-mère m'a raconté comment ça s'est passé, en fait. Et c'était terrible parce que les soldats français venaient taper à votre porte et vous disaient, vous avez 30 minutes pour quitter la maison, voilà, donc pour Ça tout nous rappelle quitter. d'autres histoires contemporaines Bien aussi. évidemment, eh oui, Ah ça oui. nous rappelle. Mais voilà, mais c'est pour ça que cette histoire, ça appartient pas au passé en fait. C'est ça que je veux, dans mes écrits, je veux démontrer. Cette histoire n'appartient pas au passé. Cette histoire se répète et se répète. On le voit aujourd'hui en Palestine, tout ce qui se passe, les horreurs qui sont en train de se passer. Euh, donc vous voyez, donc c'était comme ça. Donc en 30 minutes, allez hop, tu plies bagage, tu sors, tu dégages. Mhm. Et ce qui était très grave, c'est que parfois dans la même famille, il y avait par exemple la mère qui avait la nationalité française tout en étant sicilienne, parce que là aussi il y a toute une politique de nationalisation, Mhm. dénaturalisation, pardon, qui était appliquée par la France. Et le père, par exemple, était resté italien, sicilien. Et donc, on divisait ces familles. Ça veut dire, on laissait la mère avec peut-être des enfants en bas âge en Tunisie, et le père, voilà, on l'envoyait dans le petit village de départ de sa famille. Mhm. Donc, vous imaginez, on vous envoie dans un petit village, que c'était le village de votre grand-père, par exemple, que vous ne connaissiez pas. Donc, vous voyez, donc il y a vraiment des histoires, et j'ai pu interviewer en fait beaucoup de monde Mhm. et raconter ces drames qui étaient vécus. Parce que Donc il y a un déchirement familial. terrible, terrible, un déchirement familial, et après, ces femmes avec ces enfants, ils se retrouvaient sans argent, sans métier, et souvent, c'était les voisins tunisiens qui les aidaient. Moi, j'ai rencontré, j'ai interviewé vraiment 4 ou 5 personnes, et elle me raconte jusqu'à maintenant, il me dit ça, elle me dit, nous, on est là, nous sommes vivants, grâce vraiment aux Tunisiens, nos voisins tunisiens, parce que c'est eux, nous, on n'avait plus rien, on n'avait même pas de quoi manger. Donc, et c'était les Tunisiens, nos voisins, qui nous ramenaient tous les jours à manger, qui nous ont hébergés chez eux. Donc, vous voyez, il y a des très belles histoires. Dans les drames, il y a toujours parfois des très belles histoires. Absolument. Et c'est ça qui est beau. Donc, cette relation sicilienne, entre Siciliens et Tunisiens, est vraiment une relation qui existe vraiment depuis très, très, très longtemps. Alors, à quoi ressemblait, parce qu'on n'a pas parlé de la Sicile aussi. À ce moment-là, lorsque les Siciliens venaient en Tunisie, à quoi ressemblait la Sicile à l'époque? Mm. C'était terrible, il faut le dire. Ça veut dire, je ne dis pas que c'était la famine, mais presque. Donc, vous savez, là, bon, le sud d'Italie a toujours été une région du monde qui était toujours pas développée, surtout après l'unité d'Italie, hein, parce qu'avant l'unité d'Italie, quand même, le sud d'Italie était le moteur économique de ce pays. Après l'unité d'Italie, en 1861, les choses ont tellement changé. Mais la Sicile, bon, il y avait deux gros problèmes. Il y avait les problèmes économiques et il y avait le problème de la mafia. Il y avait et il y a toujours Mhm. le problème de la mafia. Ça veut dire que beaucoup de familles quittaient la Sicile par peur de la mafia. Donc, et encore des interviews, donc des gens que j'ai pu interviewer, ils m'ont raconté que en fait, la mafia voulait prendre possession des biens de ces familles, des biens, imaginez, ça devait être des petits lots de terrain, des chèvres, des moutons, donc c'était pas on ne parle pas des milliards. Et, et donc, la mafia, il vous a envoyé à travers quelqu'un un petit mot. Euh, il marquait juste, voilà, à partir de demain, la terre nous appartient. Si tu n'es pas d'accord, on va te tuer. Point final. Donc, les gens commençaient à avoir peur.
et ils quittaient la nuit même. Donc il y a des familles qui ont quitté donc, la nuit même pour la Tunisie. Euh, et voilà, donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc c'est pas, ça ne concerne pas que quelques villages, mais vraiment toute la partie intérieure de la Sicile, des pays, des villages comme San Giuseppe Jato, et encore San Cipirello, et ce sont tous des petits villages sur les Madonie, sur les montagnes. En fait, voilà, les gens ont quitté comme ça par peur, parce qu'ils avaient vraiment peur de Et ça. lorsqu'ils étaient obligés de quitter la Tunisie, les Siciliens aussi ont préféré partir ailleurs et non pas revenir Ah en oui, Sicile. oui. Donc partir aux États-Unis Mhm. et pas revenir Ah dans non. ce petit village natal. Ah Pour quelle oui. raison? Ben, déjà, parce qu'encore, bon, vous Pour les mêmes savez, raisons pour oui, lesquelles il y ils a ont aussi les quitté. mêmes raisons. Bien sûr, ils ne voulaient plus remettre pied dans leur village. D'ailleurs, beaucoup, ils n'ont plus remis les pieds là-bas. Mais aussi parce qu'il y avait rien à faire. Enfin, il y avait pas de travail. Vous savez, nous, on a eu en Italie un boom économique à les années 60, mais les booms économiques étaient dans le nord du pays, pas au sud. Mm. Donc, revenir aller en Sicile pour faire quoi en fin de compte? Sauf ceux qui avaient peut-être des biens, qui avaient gardé encore des biens. Mais ça, c'était plutôt des familles qui habitaient la côte de la Sicile, Mhm. dans les villes côtières. Et donc beaucoup après la Sicile, d'ailleurs aussi du côté paternel, les Campisi, ils ne sont jamais revenus en Sicile. Ça veut dire il y a juste eu mon grand-père, mais tout le reste de la famille est parti aux États-Unis. Donc Mhm. d'ailleurs, j'ai plein de cousins qui vivent aux États-Unis en fait. Et ils ont réussi, est-ce qu'ils ont trouvé ce rêve américain qu'ils sont Bah, partis chercher? vous savez, à l'époque, les États-Unis, il y avait du travail, il y avait une économie qui était assez florissante. Donc, voilà, ils se sont facilement intégrés, mais aussi avec beaucoup de difficultés, il faut dire. Ils ont vécu le racisme, ils ont vécu donc des difficultés économiques aussi. Donc, Certains se sont euh, enlisés dans des projets mafieux aux États-Unis aussi. non, ça je dois dire, heureusement, j'ai pas eu de famille Non, mafieuse, non, pas, pas la mienne, pas la mais vôtre. sans doute, oui, bien évidemment. Mais vous savez, la mafia en Amérique est arrivée depuis la Sicile, hein. Hum, hum. Donc, quand on disait italiani brava gente, non, voilà. Bon, il y a aussi ce côté quand même assez terrible en même temps de cette criminalité qui s'est installée aux États-Unis et en provenance de Sicile, hein. Hmm. Alors parlons un petit peu de la structure donc, du livre. Vous parlez de l'écrivaine italo-tunisienne Marinette Pendola, Mhm. née en 1948 à Tunis d'une famille sicilienne à Chiaca, c'est ça? Chacun, oui. Chiaca, je prononce bien, dans la région de l'Agrigente. Exact, Ah, Agrigento, oui. j'ai un bon accent en italien. Alors pouvez-vous nous... Pourquoi est-ce que ce personnage, cette écrivaine, est intéressante? Alors, pour revenir à Marinette Pendola, en fait, c'est une écrivaine sicilienne de Tunisie et qui a quitté la Tunisie après l'indépendance. Et avec sa famille, elle s'est installée au nord de l'Italie, à Bologne, et à Bologna plutôt. Et, euh, et Marinette, en fait, avec Iride Valenti, qui est aussi une amie et une collègue à l'université de Catane, sont occupés un petit peu du lexique siculo-tunisien. Donc il y a une partie, la troisième partie du livre, et que nous avons voulu dédier vraiment à cette langue parlée par la communauté sicilienne de Tunisie. Mhm.
Donc il y a d'autres personnages que vous abordez dans ce livre. Pouvez nous parler un petit peu de la structure aussi de ce Du livre-là? livre, oui. Alors, moi je pense que c'est vraiment déjà le premier livre qui parle entièrement de Siciliens de Tunisie. Parce que souvent, il y a eu d'autres publications sur les Italiens de Tunisie, mais donc sur la partie, comme je vous disais, toscane plutôt. Mais donc sur les Siciliens, il y a eu un autre livre, j'avais écrit avec Flaviano Pisanelli aussi, sur les migrations siciliennes en Tunisie, où il y avait beaucoup d'interviews qu'on avait fait à des Siciliens d'ici. Mais celui-là est vraiment, je pense, ce sont 350 pages vraiment sur l'histoire de cette Sicile ici en Tunisie. Donc, donc on aborde un petit peu tous les sujets, ça veut dire les métiers par exemple. Des Siciliens, donc on parle des architectes, on parle Oui. des maçons, des menuisiers. On a abordé la mafia aussi, parce que il faut qu'on en parle aussi, donc, et des casinos donc, qui étaient gérés par cette mafia sicilienne, En en Tunisie? Tunisie Ah toujours. oui, vous pouvez nous Oui, en dire un mot oui, là-dessus, justement? oui, bien sûr. Donc, bon, comme on disait tout à l'heure, en fait, les Siciliens ont exporté cette mafia aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi ça ne nous rentre pas en heure, mais bon, mais c'est comme ça. Et, mais aussi en Tunisie. Donc, en fait, dans certains quartiers de Tunis, même les casinos ou les maisons closes, en fait, etc., étaient gérés par des Siciliens. Donc il y a en fait toute une microcriminalité ou toute une mafia qui s'était aussi donc installée et d'ailleurs après l'indépendance, je pense que la plupart est partie vers les États-Unis, donc Mhm. oui, mafia en fait Elle s'est sicilienne en exportée Tunisie. encore une fois. C'est encore et voilà, exporté une deuxième fois en fait. Alors, Et oui, oui, allez-y. non, 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 c'était. Alors, vous appelez cette méthode, je ne sais pas si je me trompe, mais Mhm. vous dites que vous avez utilisé dans votre livre ou dans votre recherche une méthode qui se rapproche de celle théorisée par l'historien Henri Irénée Marou. Je ne sais pas si... Alors, Oui. c'est plutôt. C'est ce que vous avez utilisé dans votre bouquin ici? Alors, en fait, c'est plutôt Flaviano Pisanelli qui parle de D'accord. ça, donc c'est vraiment sa partie à lui, parce qu'on a voulu faire quoi? On a voulu en fait se partager un petit peu les tâches, Donc une voilà. partie Donc, plutôt voilà, personnelle, plutôt... exactement. Donc, il y a une partie plutôt personnelle, aussi donc de ma famille, et qui bien sûr est liée à l'histoire en général aussi du pays. Et après, donc, il y a eu Flaviano Pisanelli aussi, donc, qui a parlé de l'histoire beaucoup plus en général. Donc lui fait référence à ça, il fait référence donc à d'autres même historiens. Et voilà, mais là vraiment on a voulu un petit peu séparer nos tâches. Et Voilà. c'est ce qui rend justement ce livre très intéressant, parce qu'il y a deux parties. Une partie où on rentre aussi dans l'histoire personnelle de votre famille, et aussi une partie où on est plus objectif, on décrit la situation. C'est ce qui rend ce livre assez intéressant, justement. Alors, ma question est personnelle cette fois, Alfonso. Est-ce que c'était, et vous le dites, ça fait 25 ans que vous travaillez sur cette histoire-là, c'était une obsession personnelle? Est-ce que tout cela, après 25 ans, ça vous a aidé, vous, à vous reconstruire aussi, à vous Mm. construire, à trouver des réponses personnelles à des questions personnelles? Tout à fait. Tout à fait, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore, ça continue à m'aider en fait. Bah déjà, il y a, comme je disais tout à l'heure, cet aspect identitaire qui est très important. Donc, ça m'a permis aussi de comprendre au mieux ce pays et de comprendre aussi d'où je viens. Parce que, vous savez, moi, j'ai connu la Tunisie pour la première fois dans ma vie il y a 25 ans, 25 ans, voilà. Mais ma grand-mère m'a toujours parlé de Tunisie, donc depuis tout petit.
Donc moi, j'ai vécu cette Tunisie comme si c'était une partie de moi-même. Une sorte Et de retour à la maison. voilà. Et d'ailleurs, la première fois que je suis arrivé à La Goulette, parce que j'ai pris le bateau de Trapani pour arriver à La Goulette, quand je suis arrivé à La Goulette, là, j'étais chez moi en fait. Il n'y avait pas de. J'avais même pas fait ce voyage en mer, donc je suis arrivé, j'ai quitté chez moi et je suis arrivé chez moi. Et, donc vous voyez, et maintenant je comprends beaucoup mieux en fait ce qui disait ma grand-mère. Parce que quand elle me parlait de cette Tunisie, de comment c'était le pays, etc., de certains endroits, par exemple, elle me parlait je parlais de Mamlif, euh, de, de la Marsa aussi, des Sfax, etc. En fait, tout ça, ça m'a permis aussi de pouvoir me construire, pas seulement reconstruire, mais de Hmm. me construire même. Donc, c'est un travail, vous savez, de fourmi. Parce qu'à chaque fois, on découvre des choses. On dirait que voilà, ça y est, c'est bon, l'affaire est close. Ben non, pas du tout, Il y parce a toujours qu'encore des secrets de famille il y a pour toujours les des familles secrets de famille. Ah siciliennes. oui, il y a toujours des secrets de famille. Et il y a par exemple autre chose, ça veut dire, vous savez, ma tante paternelle, Lucia Campisi, était la première femme pharmacienne de Tunisie en fait. Et là, c'est très curieux parce que je pus en fait reprendre des lettres qu'elle écrivait depuis Tunis, qu'elle envoyait donc à la famille à Trapani. Mais il y a beaucoup de points obscurs dans cette histoire. Et cette femme qui à l'époque finit les études, finit le lycée en fait à Trapani, elle part à Rome pour faire l'université, la faculté de pharmacie, suivre les études donc en pharmacie. Et après, elle part à Tunis. Et après tout ça, donc elle ouvre sa pharmacie à Tunis, à Bebsuika justement. Elle reste toute sa vie en Tunisie. Elle ne remet plus les pieds en Sicile. Et, et dans ses lettres, elle écrit je reviendrai jamais plus en Sicile. Pour quelle raison? On ne le sait pas. J'essaie toujours de. Donc, vous voyez, un puzzle en fait qui n'est pas complet, donc j'essaie de le compléter et de comprendre. Mais d'histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a Hmm. beaucoup. Vous savez, il y a plein d'histoires, par exemple, sur des gens qui vraiment prenaient la fuite de la Sicile pour des raisons amoureuses, par exemple. Et donc, ils arrivaient en Tunisie, ils changeaient même de nom. Donc, il y a tellement de choses, c'est Donc fou votre vraiment. travail n'est Et, vraiment pas terminé sur ah non, la ah non, Sicile et les ah Siciliens non, en pas du tout. particulier. Il y a D'accord. trop de choses encore à découvrir, je pense. Alors, dernière question, est-ce que vous allez traduire ce livre-là, il va être traduit en italien? Va- Alors, les livres, déjà, il est bilingue. D'accord, Donc, il sort en version italienne et française. Donc, le même livre est en deux langues. Donc, bilingue, donc français-italien. Et après, on verra. J'aimerais bien qu'il soit traduit en arabe, par contre. d'accord. Donc, Et vous espérez qu'il y ait qu'ont certains Italiens de Sicile ou ceux qui vivent aux États-Unis aujourd'hui, ben, vous donnent des retours finalement, vous envoient des choses pour vous dire, voilà, j'ai un témoignage. Est-ce que c'est aussi l'un de vos envies? Oui, mais vous savez, j'ai interviewé aussi des Siciliens de Tunisie qui vivent aux États-Unis. D'accord. Et d'ailleurs, je suis allé dans une famille, ça je me rappellerai toujours, parce que quand je les ai interviewés, donc après, à la fin de l'interview, la dame m'a dit, venez, venez, monsieur, je vous montre quelque chose que pour moi c'est quelque chose de sacré. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me montrer? Et en fait, dans son séjour, en haut du buffet, il avait le couscoussier en fait qu'il avait ramené de Tunis et qu'elle gardait vraiment comme pièce
et, précieuse vraiment. Mais voilà, vous voyez, donc là en haut, et ça c'est vraiment ce qu'on a ramené de Tunis. Et pour moi, ça reste vraiment la pièce maîtresse de la maison. C'est même. Donc, Merci énormément Alfonso merci à vous. Campisi. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Flaviano Pisanelli de Paroles et images d'une histoire mineure, l'immigration sicilienne en Tunisie entre le 19e et le 20e siècle. Un livre qui sort début février, Tout à fait. que vous allez retrouver évidemment dans les librairies. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Merci beaucoup Au d'avoir revoir, accepté merci notre à vous. invitation. Merci. Au Merci, au revoir. revoir.